y a eu un conseil des ministres aujourd'hui au palais présidentiel. Le gouvernement a fixé le prix du kilogramme de coton. Pour la campagne 2016-2017, il passe de 250 à 265 francs CFA. Le BNET vend son expertise. Le bureau d'études techniques et de développement a reçu la visite du président centrafricain. Archange Touadéra est allé s'imprégner des prestations de la structure. Le tribunal militaire d'Abidjan poursuit sa lutte contre l'impunité et le racket au sein des armées. 5 fonctionnaires de police reconnus coupables pour des faits de racket et de corruption ont été condamnés à 3 et 12 mois de prison ferme. Aux États-Unis, le nom du prochain locataire de la Maison-Blanche est connu. Donald Trump a remporté l'élection présidentielle. Le républicain a remporté 289 grands électeurs contre 218 pour sa rivale démocrate, Hillary Clinton. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. Nous sommes le mercredi 9 octobre aujourd'hui, 9 novembre pardon, il y a eu un conseil des ministres aujourd'hui au palais présidentiel. Le gouvernement a fixé le prix du kilogramme de coton pour la campagne 2016-2017. Il passe de 250 à 265 francs CFA, soit une augmentation de 15 francs. Pour le gouvernement, ce relèvement permettra de relancer la production, de remobiliser les producteurs. Le conseil a également pris d'autres mesures, nous explique Jérôme Kofi Abolin. 265 francs CFA, c'est le prix au kilogramme du coton pour la campagne 2016-2017, prix en hausse par rapport à celui de la campagne précédente. Information livrée par le Conseil des ministres ce mercredi 9 novembre 2016. C'est un appui important de 265 francs CFA par kilo. Ce prix était de 250 francs au cours de la précédente campagne. Il est aussi question, concernant toujours la filière coton, de la privatisation de la CIDT, entendez Compagnie ivoirienne pour le développement des textiles. La situation financière de la CIDT reste fragile, en raison surtout de la faible production enregistrée au cours de la campagne 2015-2016. En vue donc de consolider la relance des activités de la compagnie, redynamiser corrélativement la situation générale de la filière coton, le Conseil a autorisé le comité de privatisation à engager et à mener la négociation en vue de la privatisation de la CIDT. Aussi faut-il indiquer que le problème d'emploi pour les populations reste une préoccupation du gouvernement. Le projet de décret au cours de ce conseil relatif à l'attribution d'un permis d'exploitation minière pour la bauxite à la société Lagune Exploration dans le département de Bongouanou s'inscrit dans ce cadre. Selon le porte-parole du gouvernement, cette mesure va permettre la création de plus de 240 emplois directs ainsi que plusieurs autres indirects. Le permis d'exploitation minière est délivré pour une période de 20 ans. Les investissements seront réalisés en 3 phases. La première phase, 26 milliards de francs CFA d'investissements réalisés pour 243 emplois directs et à peu près 1000 emplois indirects. La phase 2 va concerner 110 milliards de francs CFA d'investissement et permettra le recrutement supplémentaire de 500 personnes. Et la phase 3 consistera à faire des investissements compris entre 80 et 100 milliards de francs CFA. Et cela, évidemment, va générer au moins une centaine d'emplois supplémentaires. Le Conseil a aussi donné de la voix s'agissant de la lutte contre des produits de contrebande, d'où la mesure d'interdiction d'alcool, objet d'offres gratuites, ainsi que des liqueurs et autres boissons en sachet plastique. Le Conseil a décidé d'interdire la production, l'importation, la commercialisation, la détention, l'offre à titre gratuit d'alcool, d'eau de vie, de liqueurs et autres boissons spiritueuses en sachet plastique ou en berlingot. Donc ces produits qui, pour la plupart, entrent sur le territoire national de façon frauduleuse, notamment par la contrebande, pour l'essentiel ne respectent pas les normes de dosage prescrites et constituent ainsi une réelle menace pour la santé des consommateurs et une menace également pour l'économie nationale puisque tout cela rentre en contrebande. Et tenant compte des nombreuses activités du président de la République, Alassane Ouattara, à l'étranger dans les jours qui viennent, le Conseil se donne la date du 30 novembre 2016 pour sa prochaine réunion.
Hors de la Côte d'Ivoire, aux États-Unis, le nom du prochain locataire de la Maison-Blanche est connu. Donald Trump a remporté l'élection présidentielle. Le républicain a remporté 289 grands électeurs contre 218 pour sa rivale démocrate Hillary Clinton. Une victoire saluée par les Américains et par des chefs d'État, dont le président ivoirien Alassane Ouattara. Et justement, le chef de l'État a adressé au nouveau président américain un télégramme de félicitations. Je vous en donne le contenu. Son Excellence, M. Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. Monsieur le Président, votre brillante victoire à l'élection présidentielle des États-Unis d'Amérique le 9 novembre 2016 m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'à mon nom propre, mais très chaleureuse félicitations auxquelles je joins des vœux ardents de bonheur et de succès dans l'exercice de vos futures fonctions, de même que ceux de paix et de prospérité continue pour le peuple américain ami. En vous confiant ce mandat, le peuple américain vient de vous traduire sa confiance pour conduire les destinées de votre pays vers un progrès économique et social. Je saisis cette occasion pour vous assurer ma disponibilité à œuvrer de concert avec votre Excellence au raffermissement des liens d'amitié et de coopération qui unissent si heureusement nos deux pays et nos deux peuples. Très haute considération signée Alassane Ouattara, président de la République des Côtes d'Ivoire. Et justement, Donald Trump, 45e président des États-Unis, s'est imposé, je le disais, dans les urnes à Hillary Clinton, pourtant donné favori selon les sondages. La candidate démocrate a salué la victoire de son adversaire. Donald Trump a promis d'être le président de tous les Américains, nous rapporte Thomas Kessambi. Le résultat de l'élection américaine 2016 est connu depuis tôt ce mercredi matin. Donald Trump remporte la présidentielle et devient le 45e président des USA. Le champion des républicains obtient 290 points contre 218 pour sa rivale démocrate Hillary Clinton. C'est donc la fin du règne d'Obama et l'avènement d'une nouvelle ère républicaine qui se profile. C'est une nouvelle page qui débute avec Donald Trump. L'homme va disposer d'un pouvoir accru avec le contrôle non seulement de la Maison-Blanche, mais aussi du pouvoir législatif avec le Congrès composé d'un Sénat et d'une Chambre de représentants qui auront aussi une majorité républicaine. Dans l'effervescence d'une victoire âprement disputée, l'hommage de Trump à Clinton ne passe pas inaperçu. Dans un souci de réconciliation nationale, Donald Trump évoque sa rivale en des termes inhabituels. Nous lui devons énormément pour ce qu'elle a fait pour notre pays. Il est temps maintenant de penser nos blessures. Dans le même temps, Donald Trump revient à ses fondamentaux. Les hommes et les femmes oubliés de notre pays ne seront plus oubliés désormais. Donald Trump élu commence donc à la Maison-Blanche une période de transition qui devrait connaître un terme en janvier 2017 pour permettre au président élu d'entrer officiellement en fonction. Je rappelle donc le candidat républicain qui succédera à Barack Obama en janvier 2017 a remporté cette élection avec 289 grands électeurs contre 218 pour Hillary Clinton. Une victoire surprise acquise après une campagne âprement disputée. C'est ce que nous dit Herman Givi. Quand le donné pour perdant devient président de la République, président de la première puissance mondiale. C'est l'histoire de Donald Trump, l'histoire d'un homme vomi par certains médias, mitraillé de toutes parts pour la virulence de ses propos. L'histoire d'un homme dont la victoire ne se donnait pas pour l'aurore. Aux premières heures du jour, le champion républicain laisse loin derrière Hillary Clinton. Une victoire qui n'en finit pas de surprendre le monde entier. Pour comprendre cette victoire et l'effet surprise qui l'accompagne, nous avons rencontré Amadou Koné, qui aura vécu pendant 20 ans aux États-Unis. Le sondage, ce n'est pas le résultat. C'est un homme d'affaires, milliardaire, d'accord, mais qui était très loin de la scène politique. Donc déjà, Donald Trump avait commencé à surprendre tout le monde. Je pense qu'il a continué à montrer aux gens et à montrer à la face du monde qu'il pouvait surprendre plus qu'on ne le croyait. Pas seulement une surprise, une véritable claque au camp démocrate. Les démocrates ont perdu les 2 chambres, ils ont perdu la Maison-Blanche. C'est un coup qui sera très dur pour les démocrates. C'est sûr que beaucoup de politiques qui avaient été implémentées par le président Obama, qui avaient été décriées par une partie des républicains, aujourd'hui seront mises en cause.
Quels sont les enjeux qui attendent désormais Donald Trump? Nous allons peut-être tous attendre de voir. Il a été élu par les Américains. Il comprendra que ce qui importe le plus, c'est d'abord le bien-être des Américains. Quel pourrait être le nouveau visage de l'Amérique avec Donald Trump à la Maison-Blanche? Et les pressions internationales, et la vie de tous les jours, et même, je dirais, l'activité du président qu'il aura à exercer vont amener M. Trump certainement à le mouler différemment que le candidat Trump que nous avons vu. Le candidat républicain, après avoir réussi à inverser le sens des aiguilles, s'engage à être le président de tous les Américains. Dans le camp démocrate, les visages sont encore défaits par la défaite. On ne s'est pas encore remis de la tempête Trump. Et Donald Trump, élu nouveau président des États-Unis, a remporté cette élection avec un colistier. Son nom, Mike Pence. Âgé de 57 ans, il sera le vice-président américain pour les 4 années à venir. Mais qui est-il? Quel est le parcours du futur vice-président des États-Unis d'Amérique? Élément de réponse cette fois-ci avec Michel Digré. Sourire discret, chevelure blanche, Mike Pence, nouveau vice-président américain, se décrit lui-même comme un chrétien, un conservateur et un républicain dans cet ordre. Gouverneur depuis 2013 de l'Indiana, État du nord des États-Unis, il s'est illustré comme un défenseur des valeurs familiales traditionnelles, menant la lutte contre l'avortement et le mariage pour tous. Lorsque Donald Trump ouvrira la porte de la Maison-Blanche, son vice-président lui apportera certainement sa précieuse expérience en politique. Avocat de formation, il connaît bien les arcanes de Washington et y est apprécié des républicains après avoir été membre de la Chambre des représentants de 2001 à 2013. L'Amérique a élu son président. Il est difficile d'exprimer l'honneur que je ressens d'avoir le privilège de servir comme vice-président, a déclaré Mike Pence quelques instants après l'annonce de la victoire de Donald Trump. Et voilà tout ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette présidentielle américaine. Je rappelle que le nouveau président élu Donald Trump prendra fonction en janvier 2017. Le BNET vend son expertise, c'est ici en Côte d'Ivoire. Le Bureau d'études techniques et de développement a reçu la visite du président centrafricain. Archange Touadéra est allé s'imprégner des prestations de la structure. La Centrafrique, après une première expérience avec le BNET, envisage de remettre le couvert pour une nouvelle aventure sur la route du développement. Adama Koni. Visite diplomatique doublée d'opérations économiques pour le président centrafricain en Côte d'Ivoire. Faustin Archange Touadéra s'est rendu dans les locaux du Bureau national d'études techniques et de développement BNET. Occasion pour la direction de rappeler ses domaines de compétences. Nous avons 2 grands types de missions. Mission donc d'assistance à maîtrise d'ouvrage et une mission de maîtrise d'œuvre. Donc une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc notamment auprès de l'État de Côte d'Ivoire, un BNET qui se veut un champion aussi de la coopération, donc sud-sud, et un BNET qui développe des projets d'intégration. Une présentation qui a visiblement séduit le président Touadéra. Il souhaite faire revivre la coopération avec le BNET. Nous envisageons très sérieusement de renforcer cette coopération puisque nous pensons, à l'exemple de ce que vous faites ici, que nous puissions démarrer quelque chose, un projet, un programme en commun, pouvoir nous aider aussi dans les programmations de nos projets et de notre vision pour la République centrafricaine qui aujourd'hui veut sortir de la situation que nous avons connue. Et nous avons besoin des compétences des uns et des autres, de soutien, et puisque vous avez un instrument très utile avec des compétences, eh bien pourquoi ne pas en profiter? Saisissant la balle au bon, le ministre des Affaires étrangères tient à rassurer le président centrafricain. Nous ferons en tout cas, côté gouvernement ivoirien et BNET, ce qu'il faut pour pouvoir vous accompagner. Et Monsieur le Président, c'est avec des hommes de foi, de combat, dévoués pour la cause de la paix, qu'on parvient à apporter la sécurité, la stabilité avec des grandes choses pour nos États. Le Bureau national d'études techniques et de développement a déjà mis son expertise au service de la Centrafrique par le passé dans plusieurs secteurs de développement.
Le Bénin compte des agences permanentes au Bénin, au Gabon, au Congo et en Guinée équatoriale. Le ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration appelle les fonctionnaires et agents de l'État en grève depuis mardi à reprendre le travail. Les fonctionnaires en grève, je rappelle, dénoncent une réforme des retraites. Nous écoutons le ministre Pascal Abina. La réforme indexée est de 2012, mais c'est cette année que ses effets sont perceptibles avec la mise à la retraite des fonctionnaires qu'elle touche. La loi fait passer l'âge de la retraite de 55 à 60 ans, voire 65 pour les grades les plus élevés. Mais voilà, selon les syndicalistes, les cotisations ont été augmentées de 6 à 8,33% du salaire, alors que les pensions, elles, ont été réduites de 30 à 50% selon les catégories. Face à la montée des revendications pour faire la lumière, le ministère de la Fonction publique s'est prononcé. Les pensions servies avant la réforme étaient anormalement bonifiées par les majorations pour familles nombreuses, payées au titre des enfants de plus de 16 ans, sans limitation d'âge, alors que celles versées après la réforme sont conformes aux principes fondamentaux de gestion des organismes de sécurité sociale. Les différents paramètres adoptés avec la réforme de 2012 ont permis de rétablir l'équilibre financier de la SEGRAE avec le paiement immédiat et régulier des pensions mensuelles actuelles sur le long terme sans compromettre le droit à pension des générations futures. Autre point abordé, nœud de discorde depuis quelques mois, les cours de mercredi. Après plusieurs discussions avec les syndicats et à leur demande, il a été créé un cadre de concertation pour analyser les observations qui pourraient être faites dans le sens de l'amélioration de cette mesure. C'est dans l'attente du démarrage des travaux de ce comité technique qu'il y a eu le déclenchement de cette grève. En tout état de cause, il convient de noter que cette décision est irrévocable car il y a de la responsabilité de l'État de préserver l'intérêt des enfants en leur assurant une formation de qualité. Sur la question du paiement de la totalité des arriérés liés à l'indemnité de logement et la bonification indiciaire, le gouvernement rappelle l'apurement de la totalité des engagements actés et son non-accord à régler le stock résiduel non acté estimé à 243 milliards de francs CFA. Il appelle les grévistes à la reprise de service. Le gouvernement demande à tous les fonctionnaires et agents de l'État qui ont fait la grève de reprendre immédiatement le travail sous peine des sanctions disciplinaires prévues par les dispositions en vigueur. L'administration ivoirienne compte plus de 200 000 fonctionnaires selon les derniers chiffres officiels. Voilà, c'était un commentaire d'Alexis Ouedraogo. À présent, ce communiqué qui vient de nous parvenir, il émane de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA, communiqué relatif à la libéralisation de l'espace télévisuel. Depuis le mardi 8 novembre 2016, la commission d'examen des dossiers d'appel d'offres a entamé ses séances d'analyse des offres en vue de l'autorisation de 10 éditeurs de programmes pour l'exploitation d'un service de télévision privé commercial en clair sur le réseau TNT, 2 opérateurs de multiplex pour la distribution de services de télévision payants sur le réseau TNT. Conformément aux prescriptions légales, la commission analyse les offres et dresse un rapport technique détaillé transmis à la ACA pour décision. Après désignation des attributaires des appels d'offres, la ACA transmet pour avis au ministre en charge de la communication et au ministre en charge de l'économie et des finances les conventions d'exploitation des services à autoriser. La ACA réaffirme son ferme attachement à la transparence et à l'équité de ce processus tant attendu par les populations et qui contribuera à l'enrichissement significatif du paysage audiovisuel de la Côte d'Ivoire.
On reste dans le domaine de la communication après la cérémonie du 6 août dernier, au cours de laquelle le président de la République a récompensé les meilleurs communicateurs de l'année 2016. La ministre de la Communication, comme vous le voyez dans les images, Afoussiata Bambalamine, récompense les 2e et 3e meilleurs communicateurs et publicitaires de Côte d'Ivoire. Les journalistes Cheikh Ivan et Thérèse Tapeyuboué des RTI ont été distingués. 2e et 3e meilleurs communicateurs, Antoine Vorzi et Koulibaly Mahama, 2e et 3e publicitaires, ont été aussi honorés. Voilà, félicitations à tous ses confrères, notamment à Thérèse Tapeyuboué de RTI. On passe maintenant à l'actualité judiciaire en Côte d'Ivoire. Toujours, le procès de Simone Gbagbo, l'ex-première dame ivoirienne, a été à nouveau suspendu aujourd'hui. La défense campant sur sa position de faire devoir comparaître des personnalités ivoiriennes. Un seul sur les 4 témoins a été entendu. La défense réclame donc les autres témoins à la barre et a donc décidé de ne plus participer au procès. Le tribunal militaire d'Abidjan poursuit sa lutte contre l'impunité et le racket au sein des armées. 5 fonctionnaires de police reconnus coupables pour des faits de racket et de corruption ont été condamnés à 3 et 12 mois de prison ferme à Boussanogo. Le tribunal militaire d'Abidjan poursuit son combat contre le racket sur tous les fronts, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Et chaque jour, des agents de l'unité de lutte contre le racket partent à la recherche de policiers, gendarmes et militaires qui s'adonnent à cette pratique. Des contrôles sont donc effectués soit sur ordre du commissaire du gouvernement, soit sur plainte, soit sur leur propre initiative. Tous les mois, le parquet du commissaire du gouvernement ne reçoit pas moins de 50 plaintes et procès-verbaux. Ainsi, pour ce mois, 5 fonctionnaires de police ont été jugés, reconnus coupables des faits de racket, corruption de fonctionnaires et tentative de racket. 3 sergents ont été condamnés à 3 mois de prison ferme, assortis d'une amende de 100 000 francs CFA et 2 à 12 mois de détention avec 50 000 francs d'amende. Pour le procureur militaire, le colonel Ange Kessikwami, ce genre de procès se tiendront jusqu'à ce que le dernier agent de force de l'ordre qui s'adonne à cette pratique quitte le carrefour, barrage et corridor. Tant que le dernier racketteur n'aurait pas quitté les rangs des forces armées, tant que le dernier racketteur n'aurait pas quitté les rangs des forces républicaines, de la gendarmerie et de la police, nous ne nous fatiguerons pas à les traquer, à les conduire devant le tribunal militaire et les juger. Le prochain procès contre le racket aura lieu le 20 décembre prochain. Le ministère des Ressources animales et halieutiques vient de signer une convention avec 2 structures bancaires pour la mise en place d'un fonds de garantie pour la filière porcine. Ce fonds de garantie de 200 millions de francs CFA viendra soulager la filière porcine et surtout relancer la production. C'est ce que nous explique perpétuellement et Victorien Ngoua. Signature de convention pour le couronnement d'un processus, l'accès au fonds de garantie pour la filière porcine. Somme allouée pour sa redynamisation, 200 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire est déficitaire en viande de porc. L'on estime en 2014 à environ 50 000 têtes. Avec le fonds de garantie, l'objectif visé est de 145 000 têtes d'ici à 2020. Ces 200 millions vont régler les problèmes de fonds de roulement de certains élevages. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'élevage, l'alimentation représente 80% du compte de résultat. Donc, ce fonds va nous permettre de mieux financer l'alimentation des porcs. La mise en place du fonds de garantie est source de richesse, pourvoyeuse d'emplois et même permettra de réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire. C'est une façon pour nous de permettre à nos éleveurs de disposer d'un minimum pour pouvoir accroître leur production et également d'initier la jeunesse à l'élevage aussi des porcs. Avec ces fonds, nous serons à mesure désormais de pouvoir installer les jeunes éleveurs. 2 structures bancaires opérationnalisent le fonds de garantie de la filière porcine pour permettre aux acteurs de la filière d'accéder au financement de leurs projets à des conditions avantageuses. L'ambassade de France en Côte d'Ivoire et le Comité national de télédétection et d'information géographique organisent en ce moment un colloque dédié à l'information géographique. Les professionnels français et ivoiriens réunis donc autour de cette information géographique veulent identifier les problèmes et surtout échanger et apporter des solutions, nous dit Victorien Ngoua. Mini-colloque franco-ivoirien, le premier du genre sur l'information géographique. L'information géographique est un outil de diagnostic, de communication et d'aide à la décision.
Elle est stratégique pour la connaissance des territoires et des infrastructures, socle de la gouvernance et du développement des pays. Implication de l'ambassade de France dans cette rencontre parce que des dirigeants d'entreprises françaises font le pari de reprendre leur place en Côte d'Ivoire. Le conseiller économique et social Christian Benoît de l'ambassade de France a présenté la situation économique et financière de la Côte d'Ivoire. Forces et faiblesses, mais aussi les défis pour motiver les chefs d'entreprise françaises à venir en Côte d'Ivoire. Ils ont aussi besoin d'informations géographiques fiables. C'est tout le sens de la collaboration entre le bureau Business France et le Centre national de télédétection et d'information géographique, CNTIG. Nous mettons en contact les Ivoiriens qui sont des entrepreneurs, les entreprises ivoiriennes, les entreprises installées en Côte d'Ivoire, en contact avec ces entreprises françaises dans le secteur de la géoinformation. Premier objectif, possibilité de transfert des technologies. Et puis pourquoi pas, ils viennent avec tout ce qui est processus de financement que vous connaissez. Ça permet d'améliorer notre compétitivité en termes d'entreprise et puis en termes d'État aussi. L'information géographique est au début de tout développement. La sécurisation du foncier aussi. En la matière, le réseau des géomètres experts de Côte d'Ivoire représenté par Émile Koko Adjoumani est la porte d'entrée. Présentation du régime foncier ivoirien et perspective avec à la clé l'expérience de l'Association française pour l'information géographique AFIGEO, toute chose qui ne peut que rassurer les uns et les autres dans la perspective d'investir en Côte d'Ivoire. Le 21 novembre prochain, le lauréat du design de logo pour la 19e conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique sera connu. C'est un concours très sélectif et qui mettra en compétition les artistes de tous les pays africains. Ce concours a été officiellement lancé par la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. On fait le point avec Davis Oyo et Delphine Bla. Un concours pour le nouveau logo de l'ICASA 2017. Entendez la conférence sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique. Sont concernés calligraphes, infographes, concepteurs et monteurs. Le top départ est ainsi donné. C'est donc une compétition où l'excellence fera la différence. Le meilleur logo qui sera retenu sera celui qui présentera une originalité, j'allais dire certaine, dans la mise en évidence des valeurs ivoiriennes, les objectifs du développement durable, l'objectif 90-90-90, et bien sûr la fin du sida pour l'année 2030. L'ICASA est la plus grande conférence internationale sur le sida et les IST organisée tous les 2 ans, alternativement dans un pays africain francophone et anglophone. La 19e conférence sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique aura lieu du 4 au 9 décembre à Abidjan, mais avant la présentation du nouveau logo dans 2 semaines. Ce concours qui se veut très sélectif mettra en compétition les artistes de tous les pays africains. Mon plus grand vœu est donc de voir un grand nombre d'artistes et surtout de jeunes Ivoiriens participer à ce concours. Le grand vainqueur de ce concours du design sera récompensé. Il aura $1000 US, soit plus de 500 000 francs CFA. En plus, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique remettra aussi une somme d'1 million de francs CFA au lauréat. Avant ce concours, donc, je vous invite sur certaines routes ici à Abidjan. Vous allez le voir, conduire n'est pas du tout aisé. En plus des embouteillages, il y a l'indiscipline de certains chauffeurs aux différents ronds-points. Les règles de priorité, vous allez le constater, sont foulées aux pieds. Et notre reporter, Ayman Niamien, nous y conduit. Rond-point du nouveau Kandakwedo dans la commune de Cocody. Il est un peu plus de 9 heures et l'endroit grouille de véhicules. Tous les automobilistes sont pressés. Et en ce moment précis, tous foulent aux pieds les règles élémentaires de la conduite. Malgré la présence des panneaux qui indiquent clairement céder le passage, on conduit comme on veut. Aucune place n'est faite aux véhicules prioritaires. Les gens forcent le passage. Alors que les panneaux nous parlent. Le panneau vous dit ceux qui viennent là, les panneaux, ceux qui viennent de votre gauche, vous laissez céder le passage. Le non-respect des priorités au rond-point. Le constat est partout pareil à Abidjan. Ici, au rond-point de la Riviera Golf, tout comme celui de la Riviera 4, des accidents sont régulièrement enregistrés. Pourtant, tous les automobilistes qui sont passés par une auto-école, ou du moins qui ont bien suivi le cours, savent que c'est ainsi qu'il faut conduire. Giratoire annoncé, je ralentis. Pour prendre la première sortie,
clignotant droit, file de droite. Je laisse passer la voiture bleue, je sors à droite. Pour prendre la deuxième sortie, file de droite, mais pas de clignotant. Je laisse passer la voiture bleue, clignotant droit pour indiquer ma sortie juste avant celle-ci. Je prendrai la troisième sortie. Clignotant gauche, file de gauche, je laisse passer la voiture bleue. Je reste sur la file de gauche, puis clignotant droit pour avertir que je rejoins la file de droite pour prendre la prochaine sortie. Un rond-point ou carrefour à sens giratoire est signalé par un panneau spécifique. À l'approche d'un carrefour à sens giratoire, on freine, on rétrograde, on contrôle en gardant le pied sur le frein et on prend la décision de s'engager 3 à 4 mètres avant le rond-point. Comme tout ouvrage formant un obstacle, le rond-point doit être contourné par la droite. Fin de ce 20h, ne décrochez pas, restez sur RTI1. J'aurai du plaisir à vous retrouver demain à la même heure.